messieurs, bonjour. Bon dimanche à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur ETélé et sur votre émission L'Entretien. Il a été ministre à plusieurs reprises. C'est un acteur politique bien connu. Aujourd'hui, présent sur l'arène politique également. C'est avec lui que nous allons nous entretenir ce dimanche tout le temps pendant les 90 minutes que nous allons passer ensemble. Il a pour nom Gustave Descoussenon, ancien ministre. Aujourd'hui, membre fondateur du Bloc républicain. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur Théodule. Merci. Le jeune premier. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Alors, merci de répondre à notre invitation. Nous sommes dimanche, les téléspectateurs ont du plaisir. Ils ont envie de vous écouter puisque vous n'intervenez pas très souvent, monsieur le ministre Sounon. Dès que je suis disponible, j'interviens. Mais c'est toujours avec plaisir. Très bien. Oui. Alors, monsieur le ministre, après avoir servi la République à ce haut niveau, aujourd'hui, comment voyez-vous le Bénin? D'abord, je profite de l'occasion pour vous remercier et présenter toutes mes excuses pour les nombreux rendez-vous que j'ai eu à rater. Parce que ça n'a pas été facile qu'on se retrouve, mais c'est l'heure de Dieu est la meilleure. Bon, c'est ce que nous avons l'habitude de dire. Pour présenter mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2020 à tous les journalistes, auditeurs, patrons de la télévision et télé. Merci. Je vous souhaite plein succès. Merci, monsieur. Que vos différents vœux, projets soient réalisés tels que vous le souhaitez. Merci. Bon, moi j'ai toujours dit, je suis un technicien. Un technicien au service de son État, donc au service de la politique. Très bien. Et à ce titre, toutes les fois où je suis sollicité à un poste donné, je considère comme étant en mission. Une fois la mission terminée, je retourne à mes amours. C'est pour ça que je ne trouvais aucune... je ne suis pas du tout gêné à reprendre calmement le service et j'ai repris service. Bon, beaucoup sont étonnés quand on me voit que je sois encore assidu au service. Mais à peine 50 ans, je ne crois pas que je puisse se dire, avoir la grosse tête que j'ai été à de hautes fonctions et qu'il faut rester à la maison. Non. Non. Et vous vous confondez à vos collègues non, vous êtes présent, assidu, que vous confondez à vos collègues. C'est avec plaisir. Quel sentiment ils éprouvent, vos collègues, de vous voir, d'être ensemble avec vous? Bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que déjà même, je n'avais pas créé un écart quand j'étais ministre. Donc c'est plus facile de s'intégrer. Si j'avais créé déjà l'écart, certainement quand j'étais ministre, c'est là où ça allait être un peu difficile donc de m'accommoder, de faire chose là. Non. Je crois qu'on fonctionne parfaitement et c'est avec plaisir que je me rends au service. Et c'est là aussi un esprit, un état d'âme, un état d'esprit assez élevé de citoyenneté, parce que quand vous finissez de servir votre nation, vous vous sentez à même également de continuer, vous devez être toujours disponible. L'homme doit être utile à sa famille et à la nation. Donc si vous ne travaillez pas, il y a quelque chose qui a dit que vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez sentir qu'il y a quelque chose qui vous manque. Donc c'est pour ça que moi je ne suis pas habitué à rester à la maison. Et je ne suis pas un opérateur économique. Donc si j'étais un opérateur économique, peut-être que j'aurais abandonné les choses. Et bon, chacun a ses talents. Moi j'ai dit je suis technicien, je reste technicien. Et c'est avec plaisir que je continue de dire que j'apporte ma petite expérience au service de ma nation. Et à tous les niveaux. À tous les niveaux, quels que soient les niveaux auxquels je me retrouverai, je vais servir mon pays. Et c'est ce que je m'évertue à le faire. Merci beaucoup, monsieur le ministre Gustave Descoussenon. Vous savez, le 17 mai prochain, le peuple béninois est convoqué pour les élections communales, convoquées aux urnes, les élections communales et locales. Et donc, le top est lancé. Alors, nous sommes à 4 mois environ de ces élections. Pourquoi cet empressement? Vous pensez que c'est un empressement? Non, je ne crois pas. Le code électoral, bon, si je prends l'article 59, il est dit que la Sénat doit
présenter le calendrier électoral 90 jours avant la date du scrutin. Nous savons que la mandature finissante des élus locaux, ça finit en mai. Si vous décomptez 90 jours de mai, vous vous retrouvez avril, mars, février. Ça veut dire qu'en février. En février. Que... Donc on pourrait lancer le col, on pourrait convoquer le col. Non, c'est ce que je dis. Attendez. Tout part d'abord de la convocation du corps électoral. Il faut que le gouvernement fixe la date du scrutin. C'est à partir de cette date de scrutin que la Sénat commence par faire ses décomptes. Donc, et on a dit 90 jours. 90 jours, c'est le dernier délai. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas 90 jours avant et que ça devient 89, c'est que vous êtes déjà en faute par rapport à la loi. Ça suppose quoi? On peut le faire 6 mois avant, 4 mois avant. Dans tous les cas, c'est 3 mois avant. Donc, le faire maintenant pour permettre aux différentes institutions impliquées dans l'organisation des élections de prendre leurs dispositions, je crois qu'il n'y a aucune précipitation. Très bien. Le gouvernement est dans les limites du respect des différentes lois et surtout du code électoral, et ça permet aussi à la Sénat la preuve. Dès que le code électoral est convoqué, la Sénat a sorti le calendrier. Bon, il y a eu une petite polémique, je ne sais plus si c'est vraiment officiel, parce que ce que nous lisons sur la toile, au départ, on a dit qu'il y a un calendrier qui a fuité. Non, je ne sais plus si c'est maintenant stable, parce que je ne suis pas encore allé sur le site pour vérifier si c'est officiel. Non, aujourd'hui, c'est officiel, puisque le président de la Sénat, le professeur Emmanuel Tiando, lui-même a publié officiellement le chronogramme juste... oui, c'est l'article 59 dont je parle, fait l'obligation à la Sénat de publier le calendrier 90 jours au moins avant la date du scrutin et par voie de presse. Très bien. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Et c'est ce qui a été fait le lundi dernier. Donc, aujourd'hui, tout le monde est situé. Donc, il n'y a aucune précipitation. Ça permet aux uns et aux autres. Et n'oubliez pas aussi que nous avons désormais un code électoral un peu exigeant en ce qui concerne les différents dossiers individuels à constituer. Donc, il faut quand même que les gens s'y prennent tôt pour que demain, nous ne vivons plus ce que nous avons vécu et lors des législatives d'avril 2019. Justement, par rapport au code électoral, monsieur le ministre, quelle appréciation, je dirais, faites-vous du code électoral aujourd'hui établi par rapport d'abord aux 10%? Voilà, des questions qui reviennent, qui aujourd'hui constituent quand même un souci. Bon, ça ne devrait pas considérer un souci, parce que l'homme n'est pas statique, on est appelé à évoluer. Et le président actuel, le gouvernement actuel a voulu imprimer un rythme. Et son souhait, c'est que nous puissions véritablement construire une nation basée sur le développement. Et à ce titre, vous n'êtes pas sans savoir que nous utilisons un peu les partis politiques comme un moyen de chantage. Et pire avant, il était permis les alliances de partis politiques. Oui. Et généralement, les alliances de partis politiques n'ont pas d'existence légale. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de constituer une alliance politique et aller au ministère de l'Intérieur pour avoir un document avant de dire que vous existez en tant qu'alliance. Il était dit simplement que l'alliance ou groupe de politique, c'est un moyen pour la conquête ou la reconquête du pouvoir. Et à ce titre, les alliances politiques à l'époque tirent leur existence de l'existence des différents mouvements et différents partis politiques qui la composent. Ça fait que même à 48 heures du dépôt des dossiers, lorsque vous êtes mécontent quelque part, vous n'avez pas trouvé votre compte dans votre formation politique d'origine, les gens s'associent sous diverses formes pour former une alliance et ils vont aux élections.
Et vous voyez que ça apparaît comme un moyen de chantage. Et c'est ce qui fait que nous avons assisté, à une frôlaison de partis politiques, on dit plus de 200. Pour notre pays, vous comprenez que c'est un peu aberrant. Et les mouvements politiques, je crois, n'en comptons plus. Donc, pour mettre fin un peu à cette situation, c'est dans cet esprit que le nouveau code électoral a été élaboré pour pouvoir favoriser de véritables partis politiques, mais nationaux, c'est-à-dire qui puissent balayer du sud au nord, de l'est à l'ouest, tout le pays. Et à ce titre, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut mettre des balises. Absolument. Parce que par le passé, on avait mis des balises. Et nous n'avons pas été rigoureux pour contrôler ces balises-là. Et ces balises n'ont pas été aussi suffisantes. Donc, c'est pour ça que le nouveau code a mis ces balises pour dire, quelles que soient les élections, si vous voulez être véritablement un parti politique, il faut quand même que vous disposez au moins 10%. 10%, ça veut dire quoi? Ça suppose simplement qu'au maximum, nous n'aurons que 9 partis politiques si il y avait une répartition plus ou moins linéaire. Vous voyez déjà que ce critère réduit considérablement le nombre de partis politiques. Et c'est pour nous inciter à des regroupements, pour que nous parlons nation, pour que nous parlons unité. C'est-à-dire que les gens du Nord s'associent aux gens du Sud, les gens de l'Est s'associent aux gens de l'Ouest, etc., pour qu'ensemble, nous formons une nation, une unité, de manière à ce que nous puissions balayer tout le territoire. Et je comprends que c'est ce qui explique qu'aujourd'hui les différents mouvements que vous voyez. Oui, et c'est pourquoi moi je dis, je mets ça sur le compte d'une transition par rapport à ces réformes. Donc le nouveau code, il faut comprendre que c'est l'esprit. Et dans cet esprit, il fallait chercher à mettre des contraintes. Je note simplement que c'est des contraintes. On peut trouver que c'est trop fort. Faisons l'expérience et on va apprécier. La preuve, quand on a fait l'expérience avec les législatives de 2019, tout de suite, nous avons constaté qu'il y avait des choses à corriger, notamment l'impossibilité, par exemple, aux partis politiques d'apporter des corrections une fois les dossiers sont déposés. Cela a été corrigé ou la loi leur permet maintenant de disposer d'un délai. Je crois que ça doit être 72 heures pour qu'éventuellement, lorsque la Sénat releverait des insuffisances dans les dossiers, qu'on puisse demander à ces partis politiques de venir corriger. Bon, donc c'est pour dire, c'est un peu ce que je suis en train d'expliquer pour dire que le nouveau code, l'esprit dans lequel ça a été élaboré, c'est cet esprit. C'est vrai, on peut ne pas être tous d'accord, mais comprenons que c'est l'esprit. Avec cet esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça, les balises, il fallait mettre des choses. Bon, maintenant, c'est discutable. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne va pas revenir. Nous n'étions pas tous d'accord, nous ne pourrions même pas être tous d'accord par rapport à certaines balises. Ça, c'est clair. Oui, naturellement. Mais il y a un consensus, il y a un minimum sur lequel tout le monde va s'entendre. Et l'objectif, c'est que vous êtes d'accord avec moi que, à part les différentes crises que nous avons vécues, que sur le plan politique, ça pèse un peu. Ça pèse un peu. Et si nous restons dans ce dynamisme d'ici 5 à 10 ans, notre pays aussi va se stabiliser. On assistera aussi. Nous avons tendance à citer les pays de grandes démocraties comme la France, les États-Unis. Ben, vous êtes d'accord avec moi que si vous parlez de la France, vous allez citer 2 grands partis, pratiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous ne collez pas un leader charismatique
à ces partis politiques. Comme nous, on a l'habitude de le dire. On s'amuse à dire leader charismatique, si bien que lorsque vous êtes dans un parti politique, quitter le parti politique, c'est comme si vous avez, vous avez quelque chose contre la personne du leader, alors que ça ne devrait pas être ça. Vous prenez les États-Unis, ça devrait être la même chose. Je crois que c'est une vision du genre qui est en cours comme réforme en termes de réforme du système partisan pour que véritablement nous tournons vers le développement. Alors donc le corps électoral est convoqué pour le 17 mai prochain. Bien sûr. La Sénat, qui est l'organe qui s'occupe de l'organisation pratique de ces élections, a donné son programme. Alors cela suppose quoi pour les partis politiques en lice aujourd'hui, monsieur le ministre? Ah non, cela suppose que chacun se mette au travail et commence par dérouler sa stratégie de conquête du pouvoir local. Aujourd'hui, je crois que c'est les élections communales et municipales qui sont annoncées pour le 17 mai. Le 17 mai, bien sûr. Bon, ça couvre 77 communes. N'oubliez pas que par rapport à ces élections, les communes sont considérées comme des territoires. Sont considérées comme des territoires. Ça veut dire que vous pouvez être... Au fait, si on n'avait pas mis de balises, par exemple, avant, si vous êtes un parti politique, vous pouvez choisir de ne compétir que dans une seule commune. Vous êtes d'accord avec moi? Mais aujourd'hui, si vous le faites, c'est que d'office, vous êtes éliminé. Parce que ça ne va pas vous permettre d'avoir les 10%. Donc, c'est pourquoi je dis, par rapport à ces élections, les communes sont considérées comme le territoire et les circonscriptions électorales sont les arrondissements. Vous voyez que c'est une élection véritablement de proximité. C'est vrai que les locales sont encore plus de proximité, mais les élections communales et locales et les élections communales et municipales constituent également des élections de proximité. Et à ce titre, je crois que chaque parti politique travaille de manière à ce que, par exemple, à notre niveau, nous travaillons de manière à s'imposer comme la première force politique. Ça suppose que nous devons chercher à contrôler la majorité des élus locaux. Et je crois que c'est notre objectif. Nous allons y revenir, nous allons en arriver là à parler de votre parti, le Bloc républicain, pardon. Bien sûr. Comment est-ce que vous vous organisez? Mais aujourd'hui, avec environ 11 partis qui sont en lice, la bataille sera vraiment difficile, âprement discutée sur le terrain, parce que, bien sûr, il y a les partis de la mouvance, et ceux de l'opposition aussi qui sont aujourd'hui sur le terrain, qui vont se battre rigoureusement et fortement. Bon, en politique, il n'y a jamais de petite bataille. Cela rude. Les gens ont pensé au cours des législatives de 2019, je reviens souvent sur ça, que ce sont deux partis qui soutiennent l'action du gouvernement qui étaient en lice, et que c'est un jeu amical, mais tout le monde s'est rendu compte que ce n'était pas un jeu amical. Ça a été encore plus rude. On aurait aimé être même avec les autres partis en face pour que ce soit même plus convivial que ce que nous avons vécu. C'est pour ça que c'est avec joie et avec gaieté que nous accueillons que les 11 partis politiques puissent véritablement travailler de manière à satisfaire les exigences du code pour présenter des candidatures pour que la bataille soit vraiment intéressante. Mais il y a un fait. Le fait, c'est que le vote en République du Bénin est régional. Et à ce titre, quand vous rentrez dans une commune ou dans une région, vous avez au maximum 3 formations politiques qui sont en concurrence. Sinon, généralement, c'est 2 à 3. C'est vrai que c'est 11, vous verrez. Si vous faites une cartographie, vous allez voir les zones où tel ou est fort, etc. Et c'est ce qui a contraint un peu à ce regroupement pour que
on se retrouve un peu plus fort sur toute l'étendue du territoire. Et je suis convaincu, si je prends par exemple ma région qui est la 24e, non, sauf vraiment situation contraire, vous ne trouvez pas plus de 3 partis politiques qui vont discuter les différents sièges. Attention, d'autres partis politiques vont vouloir, puisqu'il s'agit d'être présents sur l'ensemble du territoire national, bien sûr, et que la question du pourcentage est là. Les autres partis ils vont chercher à placer des éléments forts pour pouvoir, en tout cas, faire... Mais ils ne sont pas connus. Vous ne pouvez pas sauter du jour au lendemain pour dire, bon, choisissez-moi. On connaît. Si vous rentrez dans une commune, on a une idée des personnalités qui peuvent véritablement prendre la destinée de la commune, on sait, et on sait ces personnalités militent dans quel parti. Est-ce que cette vision, cette manière de voir les choses est toujours d'actualité aujourd'hui, surtout quand on sait que sur le plan national, c'est là la question. Les partis politiques vont s'affirmer. Même la question du physique du terroir, est-ce que ça va toujours... ça aura toujours son mot à dire. Oui, ça aura son mot à dire. Ça aura son mot à dire. Ça aura son mot à dire. C'est ce qui explique les différents mouvements de personnalités de tel parti politique, on démissionne de tel parti politique pour se retrouver dans tel parti politique, etc. C'est en voyant la cartographie, voyant la situation, comment ça se décide que ça va toujours se jouer. C'est-à-dire que si par exemple moi, si les populations comptent beaucoup plus sur moi et ils estiment que bon, de par ta position là où tu te retrouves, il nous serait difficile que nous puissions véritablement voter pour toi parce que ce parti politique n'est pas implanté dans la zone. Et ça fait, c'est ce qui justifie un peu ce que nous observons. Et c'est tout ça que je mettais sur le compte d'un ajustement. Quand il y a une réforme, il y a un temps d'adaptation. Ce temps d'adaptation, ça va faire qu'on va assister à ces différents mouvements et les choses vont stabiliser de manière à ce qu'on ait véritablement des partis nationaux. Des partis nationaux, vous savez, c'est vrai, il y a les partis qui sont de la mouvance, je reviens toujours sur la question, l'UP, le BR et d'autres qui sont de la mouvance, qui se disent de la mouvance. Est-ce que ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, ce ne serait plus, comme beaucoup le pensent, une élection d'affranchissement où il n'y aura pas de lutte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des partis politiques qui veulent s'affirmer parce qu'il faut viser loin. Il faut viser loin, vous visez les années à venir, disons carrément en 2021 et autres, avoir une très bonne assise. Ce qui est sûr, la bataille sera très, très, très rude et ne sera pas facile, surtout pour les deux partis prioritaires de la mouvance qu'on connaît, le PR et l'UP. Non, ça va être très facile. Parce que si ça va être très facile, il n'y a aucun... N'oubliez pas que les élections locales, c'est pour choisir les dirigeants locaux. Et ces dirigeants locaux, si ce n'est pas que la loi a imposé que pour aller aux élections, la loi n'a pas permis qu'il y ait des individus. C'est-à-dire, c'est nécessairement des partis politiques qui doivent présenter des candidats. Parce que si la loi avait permis qu'il y ait des individus, vous allez voir que, bon, des personnalités vont se présenter individuellement et vont se faire élire. Et du fait que la loi n'a pas permis qu'il y ait des individus qui se présentent, ces individus qui ont une personnalité dans ces localités cherchent ou la population les contraint parfois à se faire élire sous la bannière d'un parti politique. Et visiblement aujourd'hui, si vous dites que vous soutenez les actions du chef de l'État, on sait d'office dans quel camp il faut vous retrouver. C'est plus... Je ne dis pas que les autres ne font pas chaud là. Donc, dans certaines localités, le choix est vite fait par rapport
à la population. Donc c'est pourquoi je dis que le problème ne se pose pas. Alors qu'est-ce qui explique selon vous ces désistements d'un camp vers l'autre, la plupart du cas, vers le BR, vers l'UP, ces désistements de part et d'autre? Qu'est-ce qui justifie ça? Est-ce que tout le monde a envie d'aller vers, entre griffes, la rivière pour se sentir protégé, à l'aise, et qu'on sente qu'aujourd'hui, c'est l'école, c'est deux parties qui reçoivent c'est une erreur de penser que soutenir un régime, qu'on est à l'abri. Parce que vous êtes à l'abri aujourd'hui, est-ce que vous avez une garantie que vous resterez à l'abri de façon éternelle? Donc, c'est de tout faire pour éviter de commettre des fautes. C'est le plus important. Donc, de ne pas se dire, bon, moi je vais toujours rester dans la mouvance. Non, ce n'est pas par rapport à ça. Je vous dis, vous êtes une personnalité. Et c'est le développement local. La population aurait aimé que M. Théodule Roussa, le jeune premier, oui, soit désormais le maire de cette localité. Et voilà que vous refusez de faire peut-être la politique. Mais la population vous contraint, vous dit non, écoutez, nous on veut que ce soit vous. Parce que nous savons que vous aimez la localité. Vous dormez dedans, vous avez des relations, vous vous battez de manière à ce que... Donc, maîtriser la réalité propre de cette localité. Conséquence, un beau jour, on m'a dit que vous êtes membre du bloc républicain, membre du bloc de l'UP, etc. Bon, c'est ce qui explique que c'est tout. Hein. C'est par rapport à ça. Normalement, ça ne devrait pas être véritablement ça. C'est pourquoi je mets ça sous le compte d'une transition par rapport aux réformes. Normalement, d'ici 5 à 10 ans, quand les partis vont réussir à faire asseoir leur hégémonie sur toute l'étendue du territoire, le choix des candidats, ça va se faire sur la base du militantisme et de comment l'intéressé défend les idéaux du parti. Et vous verrez qu'il serait pratiquement impossible qu'on assiste bon, je ne dirais pas... Ces déplacements, ces mouvements... oui, c'est pourquoi quand je lisais dans les réseaux sociaux, on dit que bon, le président Talon, il a estimé qu'il voulait réduire la transhumance, c'est pourquoi il a souhaité, il a mis en place la réforme, il a souhaité qu'il y ait les blocs, etc. Non, la transhumance, c'est un fait de société, c'est un peu ce que je vous dis. Parfois, ceux qui le font, c'est sous contrainte. C'est sous contrainte. Par exemple, moi j'ai l'habitude de dire, si c'est unanimement que les populations de ma région ont opté pour tel parti, pour le bloc républicain. Peut-être que si individuellement je me prenais, je pourrais opter pour d'autres choix. D'accord. Or, lorsque vous êtes un individu, vous ne pouvez pas prioriser vos propres intérêts. Parce que quand vous êtes dans un groupe, il y a des gens qui visent des postes de nomination, qui veulent être directeurs, qui veulent être simplement chef de service, d'autres qui veulent simplement une petite affectation d'une région à une autre. Il y a d'autres qui veulent simplement un chef quartier ou un chef village, un simple conseiller, etc. Donc d'autres veulent être maire, etc. Ouais, tout ce mélange-là. Donc on est obligé de s'asseoir pour dire, bon, véritablement, dans une réforme du genre, on fait l'analyse des forces en présence pour dire, mais nous avons plus de chance à quel endroit. Mais là, je ne l'ai pas fait de cette façon, puisque je suis membre fondateur. Et je n'ai pas démissionné de quelque part pour me retrouver là. Ça veut dire que nous sommes, au départ, c'est nous qui avons décidé de dire, on va créer le bloc républicain. Je suis parmi eux. Mais je vous dis, ce que vous observez actuellement, c'est un peu dans ce sillage. Et vous voyez, j'ai pris l'exemple. Vous prenez un maire, il a deux fonctions.
une fonction politique et une fonction administrative. Absolument. La fonction politique, c'est qu'il appartient à une formation politique et répond des idéaux de ce parti. Mais sa fonction administrative, c'est que hiérarchiquement, il dépend du président de la République. Parce qu'il est le président de la République de cette localité. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'à ce titre-là, même si vous êtes de l'opposition et que vous êtes maire, cette fonction administrative vous oblige à avoir une relation, quoi qu'on dise, d'hiérarchie avec le président de la République. Absolument. Bon, mais comme nous avons tellement politisé les choses, on a tendance à faire croire à la population que, bon, quand on est maire de l'opposition, on ne peut pas parler avec le chef. Non, non, pas du tout. Cette fonction administrative fait l'obligation de vous d'adopter même le programme d'action du gouvernement. Du gouvernement. Oui, ça dans vous le administrativement. Administrativement. Bon, à ce titre, vous êtes obligé. Donc, c'est pourquoi la guéguerre qu'il y avait eu entre-temps, et j'étais intervenu une fois, j'ai dit non, je ne comprends pas les différents maires qui adoptent ces différentes positions, parce que vous avez deux fonctions. Votre casquette de maire fait de vous que, administrativement, vous répondez, vous êtes sous la tutelle du préfet, le préfet qui dépend du ministre de l'Intérieur, puis du ministre de la décentralisation, et puis du gouvernement, etc. Et vous appliquez la politique du gouvernement dans votre localité. Parce que le président de la République est élu et définit et conduit l'action du gouvernement. C'est ce qu'il a dit. Il dispose de l'administration et des forces armées. Le maire dans la localité, c'est lui qui dispose, qui donne l'ordre aux forces armées dans la localité. Absolument. Bon, je ne crois pas que vous puissiez dire, je suis de l'opposition, je vais faire autre chose, ce n'est pas possible. Donc, c'est ce qui fait que, ne soyez pas étonnés que vous allez voir des personnalités qui décident de dire, bon, moi je vais accompagner le développement de ma localité. Je vais sous la bannière du BR pour être maire de ma commune. L'essentiel, c'est que mes concitoyens, mes frères et sœurs, puissent profiter de mon expérience pour pouvoir gagner quelque chose pour ma localité. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est tout à fait normal. Mais que c'est une bataille, on espère que ça va être une fête. Pour qu'à la fin, on va féliciter, comme on a l'habitude de le faire, les gagnants. J'ai toujours l'habitude de dire que quand vous prenez les Coupes du Monde, je crois que c'est 24 équipes, non, je ne sais plus combien, mais au finish, c'est une seule équipe qui gagne. Et quand vous voyez les gens sur le terrain, les gens se battent, mais à la fin, les joueurs enlèvent les maillots, ils s'échangent les maillots. Vous ne pouvez même pas croire que sur le terrain, pendant les 90 minutes, il y a des gens qui cherchent à casser le pied à d'autres et à faire les trucs là, et puis subitement, ils deviennent des amis. Je suppose que c'est pas que je suppose, on souhaite vivement que ce soit de cette façon, et que les 11 partis politiques soient considérés comme des joueurs. Bon, c'est vrai, pendant les 15 jours que vont durer la campagne, tout est autorisé pendant cette période. Je peux t'insulter, je peux dire tout ce que je demande. Là, on dit, nous sommes en campagne, mais dans les limites, dans le respect mutuel. Voilà, l'objectif, c'est que je puisse développer des arguments pour convaincre l'électorat et à la fin, bon, on va se retrouver autour d'une table. Bon, malheureusement que ta table n'a pas de verre. Mais nous sommes encore au 30 janvier. Merci bien, monsieur. Alors, avant d'en arriver à vous-même, au Bloc républicain, vous l'avez évoqué dans votre développement tout à l'heure, le choix de ces candidats qui vont se positionner. Comment cela devrait se passer? Ou bien comment, de façon technique, puisque vous êtes technicien, et vous observez je vais rester dans la généralité, parce que je suis quand même membre fondateur d'un parti politique, et c'est une compétition. Je ne vais pas quand même dévoiler les stratégies que nous adoptons.
Ce qui est sûr. De façon générale. De façon générale, voilà comme... Le militantisme tantôt, vous avez parlé de l'influence. Alors, au-delà, en tout cas, quels sont les critères de choix, de positionnement des candidats sur les listes? Parce qu'on a parlé du communal. Il y a beaucoup de critères et je crois qu'au niveau de chaque parti politique, on s'évertue à élaborer ces critères et à mettre à la disposition des différents comités de sélection pour pouvoir faire le tri. Et ce que je sais, c'est qu'on élabore un certain nombre de critères. Et généralement, ces critères sont basés sur beaucoup de paramètres. Il faut d'abord que vous soyez connu dans votre localité, naturellement. Parce que c'est élection locale. Et quand vous prenez un conseiller, peut-être que vous pouvez devenir un chef d'arrondissement. Vous êtes appelé à signer des actes et à être vraiment avec la population, puisque la population a besoin de vos services pratiquement 24 heures sur 24 heures. C'est des gens qui fonctionnent 24 heures sur 24 heures. Et à ce titre, moi, j'encourage beaucoup plus même certaines fonctions dans la République où ils sont vraiment collés à la localité. Je ne vais pas en citer pour créer des jalousies. Donc, voilà un des critères. Et d'autres critères, la notoriété. Bon, quelle est, si on dit Théodule Moussa ou bien on dit Sonon Gustave, quelle est la perception que ces prophètes ont de lui? C'est des choses qu'on apprécie, tout ça là. Et puis, les candidats passent sous un tamis, etc. Et puis, on fait le choix. C'est souvent difficile pour les dirigeants. Difficile pourquoi? Difficile parce que entre la volonté de la population et la multitude de candidatures, il faut faire des tris de manière à ce que vous puissiez faire maintenant des positionnements. Oui. Et quand vous prenez un arrondissement, par exemple, c'est composé de beaucoup de villages. Peut-être que vous prenez un arrondissement qui a 10 villages. Or, l'arrondissement ne donne que 3 conseillers ou 4 conseillers. Donc, il faut faire en sorte que l'ensemble des villages soit représenté. C'est-à-dire que si c'est 10 villages alors que vous allez dégager 4 candidats, par exemple, il faut faire en sorte que ces 4 candidats soient suffisamment représentatifs des 10 villages. Sinon, si vous faites et que tout se retrouve quelque part, ça va créer un peu de problème. Et l'autre aspect aussi, ce que je dis ce ne sont pas que c'est mathématique. Tout est flexible. Il peut arriver qu'il y a des gens qui sont dans la localité, mais qui ont un esprit national. Ça veut dire que même si je prends 2 candidats du même village, par exemple, c'est des gens qui ont un esprit national qui vont développer l'ensemble. Et là aussi, ça passe au niveau de la communauté. Donc, il y a tous ces critères, et puis qui dit élection aussi, c'est des moyens. Absolument. Il y a des moyens parce que le financement des partis politiques, ce n'est pas encore totalement réalité pour que les personnalités, les individus soient encore soulagés. Et ne serait-ce que nous qui sommes à Cotonou et qui sont contraints, par exemple, d'être au niveau de notre base, vous êtes d'accord avec moi que une fois par semaine, ne serait que le carburant, il faut se rendre au village. Absolument. Il faut se rendre au village, écouter les vôtres, écouter les discuter, se confondre à eux, parce que c'est ce qu'ils aiment beaucoup plus. Non, c'est là, ils ne demandent pas beaucoup de choses, et d'ailleurs vous ne pouvez même pas leur faire beaucoup grand chose, mais ils veulent simplement qu'ils soient écoutés, que vous soyez accessibles. Vous allez voir que les autorités qui ont une certaine popularité, la plupart sont des personnalités qui sont accessibles. Ils se disent, ah non, lui, dès qu'on l'appelle, il décroche. Oui. On t'appelle, tu décroches. Tu ne mets pas trop d'écart entre
toi et puis la population. La population. Donc ce sont de petites choses que la population tienne compte et on fait l'étude sur les personnalités qui se présentent comme candidats de manière à pouvoir faire le tri pour pouvoir capter l'électorat. Très bien. Alors, dernière question avant de terminer cette grande partie concernant les élections communales. Oui. Vous savez que le gouvernement a, en tout cas au cours du Conseil des ministres, il a donné des instructions au ministère concerné pour qu'il y ait beaucoup plus de souplesse dans la délivrance des actes qui doivent aider les candidats pour ces élections communales, monsieur le ministre. Oui. Non, bon, ça, naturellement, vous-même, vous savez, c'est une bonne chose. Et juste après les élections législatives d'avril, nous avons tous déploré et on a souhaité qu'il y ait de souplesse à ce niveau, de manière à ce que ces pièces administratives ne constituent plus un blocage. Du moment où, quand je prends par exemple, c'est le quitus fiscal qui pose plus de problèmes. Absolument. Le quitus fiscal, dès que vous dites que vous êtes candidat, vous faites la demande. Lorsque vous faites la demande, la Direction générale des impôts lance la petite recherche autour de votre personnalité pour vérifier vos biens, vos différents revenus, etc. Et sort les différents impôts. Est-ce que vous arrivez à vous acquitter régulièrement de vos charges fiscales? Si tel est le cas, ça ne pose aucun problème. Vous avez d'office le quitus fiscal. Maintenant, lorsque la Direction générale des impôts fait ce travail et qu'il arrivait que vous avez des charges fiscales, ce qui était exigé avant, c'est que vous payez. Si vous ne payez pas, vous n'avez pas. Il semble que le gouvernement a souhaité qu'on dérive et qu'on puisse accorder un moratoire aux intéressés pour payer. De toute façon, dès que vous faites la demande, c'est que vous êtes fiché déjà au niveau de la Direction générale des impôts. Et la Direction générale des impôts a tous les moyens coercitifs pour récupérer les sous. C'est la même chose, je crois, le gouvernement, c'est l'une de ces réformes au niveau des marchés publics. Au niveau des marchés publics, ces pièces-là ne sont plus éliminatoires. C'est-à-dire, lorsque on lance un appel d'offres, vous devez fournir attestation fiscale à 4 colonnes ou 6 colonnes, etc., ainsi de suite. Et pour le trimestre, il arrive que les gens n'arrivent pas à fournir tout ça et ils sont éliminés. Le gouvernement, dans ses réformes, a souhaité que désormais ce ne soit plus éliminatoire, mais que le gagnant puisse s'acquitter de ses obligations avant de prendre le marché. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que non seulement le gagnant va s'acquitter de ses obligations, mais même si vous êtes perdant, vous êtes déjà fiché au niveau de la Direction générale des impôts, qui va recourir à tous les moyens pour récupérer ses sous. Donc, c'est une méthode et on remercie le gouvernement pour avoir accepté ces souplesses pour que la compétition soit beaucoup plus ouverte, afin que ce soit, comme je l'ai dit, une fête comme on a l'habitude de le faire. Très bien. Une fête, en tout cas, c'est le moins qu'on puisse souhaiter pour les élections, pour une élection dans un pays. Alors, monsieur le ministre, aujourd'hui, c'est vrai que vous n'êtes pas mandaté par le BR sur ce plateau, mais vous en êtes quand même un membre fondateur. Comment se porte aujourd'hui votre parti, le BR, et dans son ensemble? Et comment est-ce que vous organisez, vous, monsieur le ministre Gustave Dekpo, dans votre circonscription? D'abord, comment se porte le BR? Non, comment se porte le BR? Le BR se porte très bien. Je crois que il n'y a pas ce week-end ou ce jour, pratiquement, que vous n'avez pas entendu une défection au profit de BR, de part et d'autre.
Une défection au profit du BR, c'est pour vous dire que le BR se renforce davantage et s'en va pour s'imposer comme la première force après les élections de 2020. Et pourtant, certains ont pensé que bon, le BR n'avait pas suffisamment d'assises sur l'ensemble. Au regard, en tout cas, après les élections législatives, c'est le sentiment que certains ont... nous avons eu 36 ou 37 députés. Comment on peut nous dire que nous n'avons pas suffisamment d'assises? Est-ce qu'il y a une localité, une circonscription sur les 24 où nous n'avons pas peut-être au moins un député, pratiquement? Très bien. On a quand même couvert tous les territoires. Hein. C'est vrai que par rapport à l'autre force, ils ont eu plus oui, ils ont eu plus de députés que nous. Mais en tout cas, si on fait la balance aujourd'hui, sur le papier, nous avons quand même une longueur d'avance. Une longueur d'avance que nous souhaitons conserver pour pouvoir s'imposer. Maintenant, tout va se jouer à notre niveau, au niveau de l'appréciation des candidatures et les différents positionnements. Si nous arrivons à passer cette étape, je suis convaincu que je reviendrai ici avec vous, on va apprécier ensemble et vous verrez que désormais, le premier parti politique d'envergure nationale, c'est le Bloc républicain. Alors, est-ce que c'est pour, est-ce forcément pour ce renforcement dont certainement tout parti politique a besoin qu'il y a eu ces adhésions à tous azimuts, bien sûr. On assiste, et puis... Non, oui, bien sûr, nous avons des frères et sœurs, et chacun dans sa localité. Bon, vous savez, hein, en politique, à l'approche des élections, nous faisons la cour à la population comme on fait la cour à la femme. Donc, quand je dis qu'on fait la cour à la femme, c'est la même chose. Hein. Nous subissons tout ce qu'on subit, et puis, bon, on subit des humiliations, on gagne à des endroits, on perd à d'autres endroits, etc. Ça dépend de ce que nous mettons dans la balance. Donc, c'est à ce titre, par exemple, quand je prends la 24e, vous avez vu, il y avait des amis qui ont refusé de nous rejoindre. Ben, vous prenez Zogbo-Domé, il y avait 3 personnalités qui se partagent, par exemple, Zogbo-Domé. Oui. Mais aujourd'hui, nous avons 2 avec nous au niveau du Bloc républicain. Et ça coûte pratiquement... bon, on était déjà coude à coude avec l'autre parti. On a partagé, on a 50%. Nous, on était, si c'est ça, on était légèrement en avance. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'adhésions encore au profit du Bloc républicain. Donc, c'est pourquoi je dis, nous avons un peu la situation en main et nous travaillons de manière à réussir à bien apprécier les candidatures pour choisir des personnalités, des individus dont la population a vraiment besoin et de positionner, de faire un positionnement plus ou moins équilibré qui puisse faire l'adhésion de la population. Bon, déjà dans la 24e, on n'avait pas un problème par rapport au positionnement? Non, à la participation aux élections, on dépassait la barre de 50% pour les législatives, et contre la moyenne de 27%. Donc nous n'avons pas, la population avait déjà adhéré massivement. Où la population retrouvait déjà la majorité des leaders politiques de la zone à travers déjà ces élections. Donc ce qui nous reste maintenant, c'est renforcer, c'est tout. Et ce travail se fait déjà, puisque presque, ça se fait, puisque visiblement, monsieur le ministre Gustave Dépôt est en train de quadriller, en tout cas presque toute la 24e circonscription, au profit du Bloc républicain. Non, Gustave, ça ne fait pas le Bloc républicain. Il y a les leaders, je ne suis même pas membre du bureau politique, j'ai des aînés qui sont membres du bureau politique au niveau de la 24e, et c'est ensemble que nous faisons un travail. Et comment ça s'organise de ce côté? Non, mon frère, c'est une compétition. La seule chose que je peux vous dire, c'est une compétition, je ne peux pas quand même dévoiler nos stratégies. Il y a pas de consultation, je vous dis, nous travaillons de manière à avoir la majorité des élus locaux. Donc, avoir plus
de 60% des maires et à s'imposer comme la première force politique après ces élections. Maintenant, comment on travaille pour y parvenir, et là, ça reste les stratégies que nous développons. Bon, naturellement, il y aura les mécontentements. Vous savez, les mécontentements, parfois, c'est une bataille. Hein. L'ennemi aussi ne dort pas. Nous-mêmes ne dort pas, mais l'ennemi aussi ne dort pas. On suscite des divisions, on crée, etc. Mais on arrive à gérer parce que nous réfléchissons aujourd'hui. Bon, on réfléchit parti politique, nous ne réfléchissons plus individu. Avant, c'était compliqué. Oui. Avant, comme je disais, que quand c'est des alliances, par exemple, les alliances, c'est comme des morceaux. Et vous venez juste pour ces élections et après vous vous détachez. Vous pouvez disparaître. Maintenant, là, si vous venez, parti politique, pour partir là, il faut écrire la lettre de démission et tout le monde sait que vraiment vous avez démissionné. Et je ne crois pas qu'il y ait des gens qui vont chercher à quitter tel parti demain à tel parti, non. Pour le moment, comme je l'ai dit, ça frotte un peu, ça c'est pas frottement même, c'est d'ajustement. Et ça va s'ajuster. Et n'oubliez pas que pour les élections législatives passées, oui, la moyenne de participation, c'est 27%. Ça veut dire que le reste là, ce sont eux qui sont en train de faire des ajustements pour migrer vers tel, et c'est ça, pour pouvoir participer à ces élections, et c'est ce que nous votons. Donc, en termes de stratégie, il faut retenir simplement que le Bloc républicain travaille pour être là. Oui. Et pressant quand même que les autres forces, je vais nommer les partis politiques qu'on connaissait, vieux de nom, vont toujours, c'est-à-dire seront toujours présents dans la 24e circonscription, en tout cas sur l'ensemble du pays, parce que c'est communal. Il n'y en a plus. Ils ne sont peut-être pas en mouvement encore, oui, mais ils profitent peut-être de leur stratégie en sourdine. Oh, non, mais à travers quelle personnalité de la 24e? C'est ça le problème. Oui, au fait, c'est tout. La population n'est pas bête. Aujourd'hui, la population sait. Hein, si on devrait faire comme on a l'habitude de faire au cours de la Révolution, où on invite la population et puis on demande aux gens de... Ils vont saluer. La table. Non, mais oui, on peut. Et nos aînés, ils ont l'habitude de nous raconter une histoire où il y a un vieux qui est monté sur la table pour dire qu'il veut être candidat, alors que moralement, il avait des choses à se reprocher. Très bien. Et il y a un autre vieux dans la foule qui sait. Et dès qu'il est allé sur la table, le vieux lui a dit, mais écoute, tu descends où je parle. Et il est descendu calmement. Ah oui? Ah oui. Donc si on devait procéder de cette façon, la population sait. Hein. Vous rentrez dans telle commune, la population sait, c'est elle qui peut porter nos voix, à une variante près. Non, moi j'ai espoir que nous allons traverser ces communales avec gaieté, avec joie, et c'est mon souhait. Très bien. Et nous allons revenir ici, en tout cas, pour faire le point, comme vous l'avez dit. Cette fois-ci-là, avec peut-être des bouteilles. Avec des bouteilles. Oui. Merci, monsieur le ministre. Alors, nous allons parler un peu de l'actualité, monsieur le ministre. Vous avez été ministre des Travaux publics. Vous avez vu aujourd'hui ce qui se passe, le PAG, quand je prends l'aspect infrastructure, tout ce qui se passe comme infrastructure. Monsieur le ministre, le Bénin peut-il se sentir, ou bien le Béninois peut-il se sentir aujourd'hui fier d'être Béninois du cycle de développement? De toute façon, le PAG a été, je crois, a été présenté au public le 18, si ma mémoire est bonne, le 18 décembre 2016. Et ça doit être un vendredi, non? Ça doit être un vendredi. Le dimanche qui suivait, j'avais été invité sur une chaîne. Très bien. Et j'avais dit que si on pouvait réaliser 50% de ce qui a dit dedans, qu'on serait très fiers. J'avais aussi précisé que je n'avais pas de crainte par rapport à la réalisation des infrastructures.
Pourquoi n'aviez-vous pas de crainte, monsieur? Je n'ai pas de crainte parce que le président Talon, Oui. vous allez constater que il fait des efforts pour se départir de la politique. Il ne subit pas la pression politique. Et c'est pour ça que les gens ont voulu appliquer les mêmes méthodes comme par le passé. Ils se sont rendus compte que ça n'a pas fonctionné. C'est quelqu'un qui se dit, bon, je vais bâtir quelque chose, faire une fondation pour que demain on puisse en bénéficier, que ça puisse durer. Conséquence, il est prêt à accepter les critiques. Il sait ce qu'il faut pour être applaudi et pour être populaire aussi, il sait. Mais pourtant, il a dit, si le pays, depuis 1990, a fait 30 ans bientôt, et on a végété dans ça, qu'il faut quand même changer et qu'il faut penser développement. Pour ça, vous allez voir que il ne s'embrasse pas de beaucoup de choses. Nous crions, mais il prend, si c'est une seule chose qu'il prend, il va jusqu'au bout et le fait très bien. Et ensuite, si je prends l'exemple sur le plan social, on a l'habitude de dire que microcrédit aux plus pauvres, il a supprimé. En réalité, il n'a pas supprimé. La façon dont ça se fait, c'est-à-dire qu'il y a les fonds, il y a perte des fonds gratuitement. Faudrait-il continuer de la même façon? Donc, il est en train de faire les études qu'il faut pour faire asseoir les différents contrôles, les différents balises, de manière à ce que, si c'est un franc qu'on injecte, que ces 1 franc puisse atteindre véritablement les populations. Bon, si vous voulez être populaire, il allait poursuivre de la même manière, on va continuer à donner, on va applaudir pour dire ah, ça va bien. C'est vrai que moi-même qui suis ici, je ne suis pas tellement content parce que on est tous serrés un peu. Bon, du côté des infrastructures, c'est pareil. Du côté des infrastructures, vous avez vu, il a fait, le gouvernement a fait un ciblage. Et il a attaqué point par point. Et je crois d'ici 2 ans, bon, le pays va être métamorphosé par rapport à ça. C'est pour ça que moi j'ai dit que je n'avais pas d'inquiétude par rapport aux infrastructures. Surtout, s'il n'y avait pas d'inquiétude, c'est quoi? C'est parce que le péage était basé à 61%, je crois, sur le PPP. Le PPP a cette facilité que on arrive à mobiliser rapidement les ressources, ce qui n'est pas le cas par le passé avec les partenaires. Avec les partenaires, nous perdons 2, 3, 4 ans pour des négociations avant de mobiliser les ressources. Et j'ai l'habitude de dire, si les partenaires savaient que l'absence des infrastructures, ce que ça nous coûte, du fait que ces infrastructures n'existent pas, on pouvait nous laisser aller vers le PPP et s'endetter à des coûts élevés. Puis c'est ça qu'on nous reprochait avant. Je donne un exemple. Lorsque la route à Kassato-Boikon à l'époque n'était pas praticable, pour se rendre au nord ou à Abomey, nous étions tous contraints à passer par Porto-Novo. Mais quand vous prenez par Porto-Novo, je crois que vous avez une distance supplémentaire de plus de 100 km. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que le fait que l'infrastructure à Kassato-Boikon n'existe pas, ça a un coût. Le coût que ça a, c'est 100 km supplémentaires que les populations sont amenées à faire. Et 100 km en termes de carburant, si vous prenez un véhicule qui consomme peut-être 18 litres au 100, vous êtes d'accord avec moi, ça fait 10 000 francs. Rien que pour le carburant. Ne parlons pas de l'entretien du véhicule, la santé, le temps que nous perdons. Le temps, c'est de l'argent. Bien sûr. Et si on prend seulement le carburant, multiplié par le nombre de véhicules, vous voyez ce que ça fait.
avec les partenaires vont nous dire, si pour faire Kassatou-Boycon, il vous faut 100 milliards, il faut que vous allez vers les prêts concessionnaires. Ça vous fait 2%. 2% quoi. Oui. Mais le PPP, c'est peut-être 6%, 7%. Donc on trouve que c'est cher. Mais je préfère accéder à ce financement de 6 à 7% et avoir tout de suite l'infrastructure et réduire les pertes qu'occasionne l'absence de l'infrastructure à ce niveau. C'est pourquoi le péage est basé sur 61%. Le gouvernement a la facilité pour pouvoir mobiliser des ressources et avec ces ressources qui sont pratiquement des ressources propres, le gouvernement a aussi cette facilité pour imposer les caractéristiques qu'il faut pour l'ouvrage, pour que nous ayons des ouvrages de qualité. Très bien. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui et qui est une très bonne chose. Vous allez voir que c'est le gouvernement définit même les routes. Si vous faites le tour de la marina, là, derrière, je crois, l'aéroport, vous êtes d'accord que c'est beau? Bon, c'est un peu... Oui, avant d'en arriver à la qualité du travail, parce que vous êtes, vous êtes très bien placé pour apprécier la qualité du travail, mais beaucoup ne comprennent pas que tout ce qui est exécuté, je vais parler d'Alphatage, c'est sur les ressources propres, c'est-à-dire c'est sur le PPP, le partenariat public-privé. Beaucoup n'ont pas compris que c'est de ça qu'il s'agit, parce que peut-être quand on parle de serrer les ceintures, c'est de ça, tout provient de là. Non, c'est de ça. C'est pour ça que j'ai dit, mais moi, je ne suis pas content parce que j'ai dit au chef de l'État que je continue de serrer les ceintures et il dit, vous allez encore attendre un peu. Non, en fait, c'est un peu ça parce que c'est pratiquement des ressources propres. Et comme c'est PPP, bon, le privé c'est le bénéfice. Le privé est obligé, ne va pas faire comme les banques multilatérales. Aucun privé ne va vous prêter de l'argent à un taux concessionnaire. Mais je dis, nous gagnons beaucoup plus même que d'attendre et d'accéder auprès des banques. Parce que, auprès des banques, vous allez prendre, ils prennent environ 2 à 3 pour les études de faisabilité avant de vous accorder. Et souvent, c'est des prêts qui sont un peu liés. Et pratiquement, ils vous imposent les caractéristiques. Vous n'êtes pas tellement libre dans le choix des caractéristiques. Vous n'êtes pas tellement libre. Mais le PPP, on serre les ceintures, on va payer un peu plus cher, mais on a tout de suite des ouvrages. Et quel type d'ouvrage? Des ouvrages de qualité. Et par rapport à la qualité de ce qui nous est présenté, par exemple, l'épaisseur même de la chaussée, du goudron qui est déversé, qu'on observe maintenant, la qualité maintenant, en tout cas, par rapport aux voies pavées, la nouvelle technique, la nouvelle méthode de mise en œuvre, d'installation et de réalisation de ces pavés, les Béninois n'ont jamais vu ça. En tant que technicien, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez à dire? Quelle appréciation faites-vous de cette qualité-là, du travail qui est... Non, je crois, je l'ai déjà dit. J'ai dit, le gouvernement aujourd'hui, en optant pour le PPP et le PAG financé à plus de 60% par le PPP, bon, vraiment, c'est la meilleure voie pour le développement. Et à ce titre, le gouvernement a fait une option qui permet véritablement d'asseoir les bases. Parce que la construction d'un pays, lorsqu'on dit, on prend les pays dits développés, je prends l'exemple de la France, les États-Unis, etc. La différence entre ces pays et nos pays, ce sont, les infrastructures. Eux, pour se déplacer, ils ne se cassent plus la tête. Ils ont les routes, ils ont le transport facile. Ensuite, la communication, l'énergie et puis l'eau. C'est fini. Le reste, ils saignent. Ils saignent pour avoir accès à la santé. Ce n'est pas de choses là. Donc, ce sont ces éléments. Et aujourd'hui, je crois, on a tout coupé et on a tout mis dans
dans les infrastructures, l'eau. Aujourd'hui, nous avons l'eau. Nous avons, oui. Moi, par exemple, à Boycon, avant, nous avons un jour sur deux l'eau à Boycon, avec un débit suffisamment faible. Mais aujourd'hui, si vous allez, j'ai l'eau à plein temps. Parce que je me rappelle, toutes les fois où j'allais, si je suis parti un vendredi et que j'ai l'eau, je sais que samedi, je n'aurai pas l'eau. Et le dimanche qui suit, j'aurai l'eau. Maintenant, ça a été corrigé. Vous avez l'eau à plein temps. Et même si vous êtes au deuxième niveau, troisième étage, etc., vous avez un bon débit. Je sais que ce n'est pas encore corrigé à Cotonou. Mais de façon progressive, ça va venir. Et nous aurons vraiment des débits qu'il faut. Nous n'aurons même plus les suppresseurs qu'à utiliser nécessairement avant d'avoir de faire remonter l'eau, etc. Bon. Vous voyez, c'est pourquoi je vais vous faire une caricature. Très bien. Lorsque ce sont les partenaires qui doivent vous passer de l'argent et vous imposent un certain nombre de caractéristiques. Je vais faire la caricature suivante. Vous allez au village et vous voulez construire à votre père, par exemple, et je prends le sol. Vous dites que, bon, dans le village, personne n'a fait carreau, par exemple. Or, vous savez très bien que le carreau va durer. C'est vrai que le coût du carreau est un peu plus élevé que cimenter. Alors, vous savez très bien que cimenter, 1 ou 2 ans, Après, soit vous serez obligé de reprendre, etc. Le coût de cette reprise, avec le coût de carreau que vous aurez à faire, vous voyez un peu la différence. Maintenant, si votre papa même, c'est lui qui a son propre argent et qui décide de construire, il peut décider de dire, même si personne n'a le carreau dans le village, il peut dire non, moi je fais carreau pour avoir la paix. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un peu autonome, vous faites les choix qu'il faut de manière à ce que vous puissiez penser à long terme. Aujourd'hui, le président de la République pense à long terme parce que il a fait des choix et il est un peu autonome. Et c'est ça le PPP. Et c'est un avantage. Parce que quand on va réussir maintenant, l'avantage quand on va réussir l'alphatage dans les localités hautes là, ce que nous allons gagner, c'est quoi? Nous, tous ceux qui ont des véhicules vont moins changer de rotule. Nos pneus vont durer, les signes en bloc, etc. Donc ça, c'est vrai qu'on est en train de serrer ceinture aujourd'hui, mais c'est de petites économies que nous allons gagner après. Je suis d'accord qu'il faut vivre pour pouvoir économiser, je suis entièrement d'accord. Et on souhaite vivement que ça aille vite pour qu'on ne commence pas à souffler normalement. Mais c'est pour dire que c'est des investissements. Et que le président Talon sait ce qu'il faut faire pour être populaire. Mais pourtant, il a dit non, pour le développement, c'est ce qu'il faut. Parce que les pays développés, eux, ils ne réfléchissent plus pour dire je vais construire des routes. Ils réfléchissent simplement pour entretenir. Ils ne réfléchissent pour dire l'électricité, etc. Mais ils avaient saigné pour faire asseoir ça. Donc c'est un peu ce qui est en train d'être fait et il faut encourager. Et n'oubliez pas qu'il y a des choses aussi qui ne sont pas visibles, qui sont en train de faire dans les administrations. Oui, la dématérialisation. Et ça permet de lutter contre la corruption. Aujourd'hui, la plupart des fonctionnaires, si vous allez sur la plateforme du ministère d'abord la plateforme du ministère de la fonction publique, vous tapez vos identifiants, etc., ça va vous sortir vos différents actes. Donc, je n'ai plus besoin d'aller fouiller dans mes affaires pour dire, mais mon acte temps là. Parce que quand vous voulez aller à la retraite, on vous demande premier, quoi là, engagement, etc. Ça, c'est accessible à l'Internet. C'est pareil pour les fiches de paye.
Il arrive que lorsque nous voulons faire certaines choses, on dit de donner les 3 dernières fiches de paye, de mois de fiches de paye bien sûr. Et entre-temps, on nous envoyait ça par boîte postale. Et il faut aller fouiller. Bon, ceux qui ont un esprit de bien ranger les choses arrivent à s'en sortir. Bon, ceux qui sont un peu brouillons comme moi, on peine un peu pour trouver. Aujourd'hui, vous n'avez plus ce souci. Si on me demande et que je me connecte là maintenant, je vais tirer les différentes fiches de paye qu'on me demande. Ensuite, il y a plein de choses où l'étude est en train d'être faite de manière à faire asseoir pour éviter qu'il y ait le contact entre, pour minimiser le risque de différents détournements. Vous prenez la direction générale des impôts, vous avez vu les innovations. Aujourd'hui, maintenant, je peux payer la taxe sur les véhicules avec simple mobile money. Et je me suis amusé à dire au directeur général des impôts, mais comment j'aurai alors la facture? Il dit, mais mon frère, tout le monde peut dire ça, mais sauf toi. J'ai dit, mais pourquoi? Je suis comme un citoyen. Il dit, non. Soit vous voulez une dématérialisation partielle ou totale. Nous disons que pour lutter contre, par exemple, l'environnement et autres, là, on ne va plus produire tellement de papier. Il faut limiter. Conséquence, quand tu envoies l'argent par mobile money, on reçoit un message. Absolument. Ce message te fait d'office le reçu. Et puis c'est fini. Et ce qui est bien, c'est que c'est conservé. Tant que tu as la SIM, le message est tout dans ton portable. Donc il n'y a même pas à dire, j'ai mis ça où. Hein? Moi, par exemple, j'ai payé des frais pour ma fille qui est dans un collège et puis on l'a renvoyé encore pour dire que je n'avais pas payé. Énervé, on a cherché les reçus, je n'ai pas retrouvé. Mais heureusement que j'avais eu la présence d'esprit de faire la photo. Mais vous savez, j'ai payé d'abord, j'ai payé de nouveau. Et c'est 2 mois plus tard que j'ai vu la photo, je suis présenté pour dire non, vous devez me rembourser. Et on m'a remboursé. Très bien. Oui, okay. Tout simplement parce que j'avais la photo. Mais j'étais obligé de débourser une deuxième fois d'abord. C'est pour dire ce que nous gagnons en termes de dématérialisation. Cela suppose quoi? Je suis à Abomey. La dernière fois, j'ai vu une soeur qui est déjà retraitée, qui était contrainte pour venir chercher son acte à Cotonou. J'ai dit, mais grand soeur, tu n'en avais plus besoin. Elle dit, mais je ne savais pas. On s'est connecté, elle a regardé, elle dit, mais tiens, et pourtant, j'étais obligé de prendre des risques, prendre un taxi pour venir à Cotonou. Donc, il y a ces petites choses qui vont faire que, pour limiter le risque par rapport au détournement, etc., de manière à ce que, bon, quand on va asseoir tout ça là, vous savez, c'est des réformes, hein, où, bon, qui dit réforme où il y aura la transparence, personne n'est d'abord content dans un premier temps. Mais personne n'est content quand il s'agit de la transparence. Oui, personne n'est content parce que parce qu'il y avait certaines habitudes. Oui, le faux, voilà, tout le monde, bon, lorsqu'il y a l'opacité, bon, tout le monde bénéficie de ça un peu de diverses manières, mais on se fait toujours rattraper malheureusement. Alors, en tant qu'ancien ministre, vous avez, le président de la République est descendu, a fait quelques descentes sur le terrain de chantier d'asphaltage, voit un peu l'évolution des travaux. Est-ce que un suivi ou populisme qui dit pas son nom, parce que beaucoup s'interrogent que pourquoi est-ce que c'est bon à la fois des élections. Bon, vous m'excusez, vous aussi vous interrogez. Non, ça, je sais que c'est vous qui posez. Nous représentons. Ça veut dire, nous avons recueilli un peu les uns des autres dans la ville. Bon, vous allez retourner et leur demander qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Ils disent qu'on ne voit pas le président de la République. Il descend, on dit qu'il descend encore trop. Donc ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Peut-être qu'ils ne disent pas qu'ils descendent trop, mais ils s'interrogent sur la période, le temps.
Non, bon, mais si c'est maintenant que il a un peu l'esprit dégagé pour dire, avec tout ce que je suis en train de vous dire, oui. C'est parce que moi je suis de l'administration que je comprends certaines choses. Très bien. Ouais. Et pour avoir occupé aussi... Oui, et c'est parce que j'ai encore beaucoup de réserves que, bon, je ne dis pas tout. Et c'est ça qui fait que les gens pensent que, bon, étant de l'autre régime, il fallait être nécessairement opposant. Je dis non. Non, que je dis non. Et avec tout ce que je suis en train de dire, oui. C'est une conception. Oui. La personne a préféré s'asseoir, concevoir, le faire. Et il a trouvé que aller sur le terrain, aller faire ceci, ça lui fait d'abord perdre de l'énergie, il revient, il doit être un peu fatigué, il sera déconcentré. Donc, alors qu'il y a des séquelles sérieuses qui sont là. Oui, la stratégie, c'est tout un algorithme qu'il faut tracer. Absolument. Bon, c'est le temps qu'il a passé à tracer. J'estime que lorsque il s'est dit, bon, je suis un peu quand même dégagé, je vais voir physiquement quand même ce qui se passe sur le terrain, on trouve encore que, bon, est-ce que c'est parce que... Non, c'est pas... J'ai dit, si ça doit être par rapport aux élections, le président Talon sait ce qu'il faut pour être populaire. Il sait. Il faut que la population comprenne. En fait, c'est ce que je dis, les gens nous comprennent. Il sait ce qu'il faut. Descend, il pouvait laisser. Mais s'il laisse et sortir régulièrement, il va le faire. Microcrédit, il peut continuer de la même façon. Mais il sait que tel qu'on fonctionne, ce n'était pas assis sur une base pour éviter les détournements. Donc, il faudrait maintenant asseoir une base de manière à ce que on évite la dispersion des fonds. Très bien. Donc, s'il veut aussi, il pourrait continuer. Et là, on va applaudir. Nous, qui soutenons l'action du gouvernement, on en souffre. Puisque sur le terrain, et surtout nous, qui avons pratiqué l'ancien régime, on en souffre même plus. Parce qu'on estime que, bon, vous avez pratiqué, vous ne faisiez pas comme ça, mais on ne trouve rien, on ne trouve rien ceci. Donc, je dis, il sait ce qu'il faut pour être populaire. Donc, s'il sort à ce moment, est-ce que, quand il est sorti, il a servi sur des chantiers, non? Bien sûr. Est-ce que ce ne sont pas des chantiers qui sont en cours? Bien sûr. Donc, je ne vois pas le problème. Non, je ne vois pas le problème. Très bien. Et ça galvanise aussi il a apprécié, il a donné des instructions voilà. Pour que certains... Par exemple, même vous qui êtes là, si vous êtes en train de construire votre propre maison et que vous ne descendez jamais quand les gens vont finir, alors qu'entre-temps, votre descente aurait permis de faire des corrections, de faire des choses. C'est un peu ça. Maintenant, si vous n'avez pas du tout le temps, là, c'est autre chose. Très bien. Mais je dis bien, il sait ce qu'il faut faire. Mais il a donné priorité pour dire, bon, on peut me traiter de tout. On peut dire que je suis un populaire, je vais fonctionner, je travaille, j'ai un objectif, je dois atteindre l'objectif. Et il est dans cette lancée. Dans cette lancée-là. Très bien. L'autre actualité, monsieur le ministre, c'est vrai que le calme est revenu. Mais en tant que citoyen, en tant qu'homme politique et autorité dans ce pays, il y a eu par moment, à un certain niveau donné, des mouvements, des soubresauts, des violences dans certaines localités. Est-ce que ça valait la peine? Bon, vous savez, c'est une situation regrettable. Et je n'aurais même pas souhaité en aborder de façon publique. Je fais simplement confiance à ceux qui s'investissent dans la médiation et je vais les encourager. Je compte fortement sur Madame la ministre en charge de l'enseignement supérieur pour qu'elle use de son cœur de maman et pour faire aboutir la médiation pour que le calme revienne le plus rapidement que possible, pour que nous tournions cette page. Et nous ne méritons pas ça. C'est des situations vraiment regrettables. Je ne peux pas faire de commentaires plus que ça. Mon souhait, c'est que vraiment, on puisse fermer et que nous fêtions ensemble rapidement. Oui. Très bien. Merci, monsieur le ministre. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien.
nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez à dire au peuple béninois qui vous suivent actuellement par rapport à tout ce qui a été abordé aujourd'hui en termes pour dire et à vous de conclure? Bon, merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez. Non, je dirais simplement que je souhaite vivement que nous fassions des élections communales et municipales qui arrivent, véritablement des moments de joie, de fête, pour choisir et dégager des personnalités capables d'avoir une vision de développement pour nos localités respectives. Enfin, pour accompagner naturellement cette vision de développement que le président Talon est en train d'imprimer actuellement pour le pays. C'est vrai qu'il est incompris pour le moment et c'est ce qui fait que ça frotte. Mais je crois qu'avec recul, et nous qui sommes encore dans l'administration, c'est pour ça que j'ai dit, on comprend certaines choses. Et c'est ce qui fait que nous avons des positions qui paraissent un peu bizarres aux yeux de certaines personnalités. Donc mon souhait, c'est que les uns et les autres puissent travailler dans le centre d'apaisement et qu'on exhorte les différentes forces politiques. Que ceux qui n'ont pas encore obtenu les différents récépissés, ceux qui est exigé, s'ils arrivent à déposer encore, que le ministère de l'Intérieur leur accorde le récépissé qui se prépare pour aller aux élections. Nous avons besoin de tout le monde pour pouvoir construire nos différentes localités. On en a besoin. C'est mon souhait pour ces élections. Très bien. Merci à vous, monsieur le ministre Gustave Dekpo-Sono, ancien ministre, membre fondateur du Bloc républicain. Votre appel, en tout cas, entendu, et nous allons nous retrouver ici, d'ici quelques semaines, quelques mois, pour apprécier un peu l'évolution. Je vous garantis que ça va être avec une fête, au profit du Bloc républicain. Très bien. Merci à vous, monsieur le ministre. Chers téléspectateurs, nous sommes donc au thème de cet entretien que nous avons eu avec l'ancien ministre Gustave Dekpo-Sono, aujourd'hui membre fondateur du Bloc républicain. Merci de nous avoir suivis. Dimanche politique continue sur ETélé.